Nous allons accueillir Maxime Milfer pour la dernière présentation de cette matinée. Alors, pour un point complémentaire et une bonne nouvelle, je dirais, ça a été mentionné par notre directeur ce matin. Les travaux du GT PACSI, il y a quelques années, avaient listé des pistes et les collègues des différents domaines ont fait un énorme travail pour voir ce qui pouvait être mis en œuvre. Donc, Maxime est un ancien élève de l'ENA, promotion 2009-2011. Il a débuté son parcours professionnel comme conseiller juridique en droit international au ministère de la Défense. Ensuite, il a rejoint la DGAC comme chargé de mission pour la négociation des accords aériens et droit de trafic pour les compagnies aériennes. En décembre 2013, il est parti pour Montréal afin d'exercer les fonctions d'adjoint suppléant au représentant permanent français au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. Et depuis le 1er janvier 2020, il est aujourd'hui adjoint au sous-directeur des services aériens en charge des questions des droits des passagers et des sujets de facilitation du transport aérien. Merci d'avoir répondu favorablement, Maxime. Et voilà pour la présentation. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est effectivement intéressant et important qu'on puisse traiter cette question des PACSI. On m'a demandé de vous faire un point sur l'état de nos travaux pour aller vers des sanctions. Donc là, on a eu, grâce à l'intervention précédente, un point sur comment on gère a priori l'événement. Et là, on est plus dans une dimension comment on gère a posteriori l'événement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a eu des avancées. Mais vous verrez dans mon intervention qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble sur un sujet qui n'est pas évident. Alors, pourquoi des sanctions administratives? Bon, je pense que l'Assemblée ici sera assez convaincue de l'importance du phénomène, qui n'est pas nouveau, mais qui a connu une nette accélération ces derniers temps, en particulier sous l'effet de la crise sanitaire. La question du port du masque à bord a été apparemment source de difficultés supplémentaires par rapport à des situations qui étaient déjà compliquées. On a évoqué l'alcool et d'autres facteurs. Donc ce phénomène, loin de décroître, s'est accru. Bon, quelques chiffres que vous connaissez peut-être, mais qu'on avait pu évoquer dans les études d'impact au moment du passage devant le Conseil d'État notamment, c'est les PACSI, c'est pour l'AESA un vol dans le lieu qui est concerné toutes les 3 heures. C'est pour IATA un vol sur 1000 au niveau mondial qui est concerné. Et nos collègues de la DESAC avaient pu nous indiquer que, en termes de signalement, de remontée, c'était pour les compagnies françaises entre 1 et 5 événements par jour qui étaient remontés. Donc on est sur effectivement un volume inquiétant. Donc il y a un impact sur la sécurité du vol, ça c'est évident. Vous avez pu le dire et vous le savez, il y a aussi, je crois qu'il faut le souligner, un impact économique pour les opérateurs, le coût d'un déroutement du vol typiquement, mais aussi l'impact en termes de bon fonctionnement des opérations ou pour les conséquences pour les PNC en termes d'ITT ou de stress sont évidemment des choses qui ont au bout du compte un coût économique. Rapidement signaler qu'on n'est pas resté sans agir face à ce phénomène. Depuis quelques années, on a un cadre de sanctions qui existe. Je souligne notamment le fait que la France a ratifié le 25 mars 2021 le protocole de Montréal. C'est un protocole qui a été négocié en 2014 à une convention de Tokyo qui, elle, date de 1963 et qui est un élément qui est régulièrement rappelé par IATA, qui dit qu'il faut absolument ratifier ce protocole. Pourquoi? Parce qu'il donne déjà une série de mesures juridiques. Il vient renforcer les pouvoirs du commandant de bord. Il vient mieux harmoniser le fonctionnement entre les différents États qui peuvent être concernés en termes de compétences juridiques pour traiter des cas de PACSI sur des vols internationaux typiquement. C'est également un protocole qui demande aux États d'accélérer les travaux pour se doter d'un cadre juridique complet en matière pénale, mais aussi administratif. Et le cadre pénal en France, il est déjà là aussi en place, pas que pour la question spécifique des PACSI, mais de manière générale, il peut trouver à s'appliquer. Et d'ailleurs, j'ai mis comme illustration en bas à droite le cas de ce vol sur Air Caraïbes, dont vous avez certainement tous pris connaissance en février dernier, avec une bagarre quasi généralisée à bord, une situation extrêmement difficile à gérer, et à l'atterrissage des personnes qui sont déférées devant la justice et qui sont sanctionnées très rapidement. On a eu sur
2 passagers sur les 3 qui étaient concernés, 2 qui ont été condamnés à des peines de prison de 12 mois, effectives immédiatement. Donc on peut avoir une réponse judiciaire. Maintenant, il faut reconnaître que cette réponse-là n'est pas toujours aussi importante qu'on le souhaiterait. Elle n'est pas à la hauteur du grand nombre d'événements qui peuvent se passer à bord pour des raisons très diverses. Et donc, il y avait besoin d'aller vers un système plus souple, plus rapide, qu'on veut efficace et donc du coup dissuasif aussi, en travaillant sur des sanctions administratives. Et c'était un des points qui avait été évoqué dans les travaux menés ces dernières années. Alors, ce cadre juridique, comment on l'a mis en place ? C'est un peu le système de la fusée avec les différents étages. La première base, c'est la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021, aussi appelée loi DADU, qui est le sigle pour adaptation au droit de l'Union européenne. Ce sont des lois qui permettent régulièrement de transposer un certain nombre de réglementations et de directives européennes dans le droit national. Donc on a profité de ce train-là, ou de cet avion plutôt, pour y insérer une habilitation pour le gouvernement, c'est l'article 12 qui prévoyait ça, pour aller travailler sur un dispositif de sanctions administratives et pénales. Donc cette habilitation acquise, on a travaillé ensuite à un projet d'ordonnance qui a été adopté le 1er juin 2022 pour créer ce régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs, puisque c'est le terme qu'on retrouve notamment dans la Convention de Chicago et l'annexe 17. Paxi, indiscipliné ou perturbateur, le terme importe peu, ce sont bien les mêmes personnes dont on parle. Donc le cadre juridique, pour vous poser vraiment à grande ligne le fonctionnement, il s'appuie donc sur cette ordonnance pour ce qui est du socle législatif. C'est là-dedans notamment que vous verrez les sanctions qu'on a pu mettre en place et qui requéraient effectivement le domaine de la loi. À ça doit s'ajouter prochainement un décret en Conseil d'État qui viendra préciser certaines dispositions qui relèvent du domaine réglementaire, par exemple le délai de réponse qu'on laissera aux passagers au cours de l'enquête, j'y reviendrai, ainsi qu'un certain nombre de dispositions relevant de l'organisation de la procédure. Donc ce décret sortira, il est en cours de finalisation, il sortira rapidement. Et puis on a un arrêté également, puisque dans le cadre de l'enquête sur lequel je vais vous donner quelques éléments, on aura aussi besoin de recueillir des données personnelles, de les traiter, et donc ça demande la mise en place d'un cadre spécifique au regard du RGPD pour protéger ces données personnelles. Alors les points clés du cadre juridique, sans vous donner la lecture complète de l'ordonnance, c'est d'abord l'insertion pour la première fois dans le Code des transports d'une obligation générale pour le passager de ne pas compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord. C'est un élément auquel on n'a pas forcément pensé dans nos travaux, mais que le Conseil d'État nous a suggéré d'insérer et qui est important de souligner parce que finalement maintenant il est inscrit dans le Code des transports qu'on est obligé de bien se comporter à bord. Donc c'est aussi quelque chose qui pourra être rappelé aux passagers. Il y a une disposition dans la loi désormais qui le prévoit et non plus seulement dans les conditions générales de vente attachées à l'achat d'un titre de transport. Ensuite, l'ordonnance décrit le nouveau régime de sanctions administratives pour sanctionner le passager. J'ai souligné le fait qu'on parle ici, et c'est un point important, essentiel, de vol exploité en transport aérien public par une compagnie française. C'est une compagnie qui dispose d'une licence délivrée par la France. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si l'événement se déroule sur une compagnie qui n'est pas française, nous ne serons pas compétents pour en traiter. Les motifs de sanctions administratives, les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction sont aussi particulièrement définis et relèvent de la sécurité. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, le domaine sur lequel on a pu travailler est évidemment à s'insérer entre tout ce qui existe déjà au plan administratif et surtout au niveau pénal. C'est pour ça que les trois manquements qui ont été retenus concernent d'abord l'utilisation d'un appareil électronique ou électrique, lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, lorsque le comportement du passager entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant, ou lorsque le passager refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant. Je m'arrête quelques instants là-dessus pour vous dire que si vous lisez la loi DADU, vous verrez que le mandat qui avait été donné initialement au gouvernement était aussi de regarder si on pouvait s'intéresser aux manquements en cas de non-respect de l'interdiction de fumer à bord.
C'était un débat qu'on avait eu avec nos collègues de la DESAC qui nous avait signalé que le grand nombre d'événements de PAXI trouvaient leur origine dans le fait de fumer à bord. Mais la direction des affaires criminelles et des grâces nous a indiqué que nous ne pouvions pas retenir ce manquement parce qu'il était déjà qualifié au niveau pénal. Et donc nous ne pouvions pas l'ajouter. Il fallait appliquer le droit commun en la matière. On ne pouvait pas aller rajouter une sanction spécifique là-dessus. Donc vous voyez bien qu'on a dû se focaliser sur des éléments pour lesquels les aspects de sécurité sont en cause. Là aussi, la loi a permis de créer une nouvelle sanction pénale qui est étroitement attachée à la notion de sécurité. Seront désormais punis de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende maximum des actions entraînant destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un élément de l'aéronef ou de matériel de sécurité à bord. Typiquement, une personne qui s'amuse avec le gilet de sauvetage qui est coincé sous le siège pourra être sanctionnée à cet égard, parce que c'est un élément de la sécurité du vol. Donc voilà les éléments essentiels du cadre juridique. Les sanctions, pour être un peu plus dans le détail, je ne sais pas si c'est lisible, mais j'imagine que les présentations vous seront diffusées par la suite. Elles sont donc réparties sur ces trois types de manquements. Les amendes administratives peuvent aller jusqu'à 10 000 € maximum, donc il faudra qu'on qualifie en fonction des différents manquements que seront amenés à connaître les situations. Ce montant peut être doublé en cas de récidive et il y a un délai de prescription qui est prévu pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'est le domaine classique de l'amende pécuniaire. La loi, et c'est pour ça que nous avions besoin de la loi, a également prévu, et c'est assez remarquable, la possibilité d'interdire aux passagers de voler sur les compagnies aériennes françaises pendant une certaine durée, du fait de son manquement. Alors, on parle ici, et la loi le précise, d'un comportement qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers de l'aéronef ou des biens à bord, de constituer un danger grave pour la sécurité du vol. Donc on est sur un acte particulièrement grave en termes de sécurité et qui peut donner lieu à cette sanction-là, qui est concrètement l'interdiction de voler, encore une fois je le précise, sur les compagnies aériennes françaises, puisque ce sont de celles-là dont on parle. Donc l'interdiction peut être prononcée pour une durée de 2 ans maximum. Nous avions initialement timidement proposé 1 année, mais le Conseil d'État nous a encouragé à aller à 2 ans. Donc c'est ce que nous avons fait. Cette interdiction pouvant même être portée à 4 ans en cas de récidive. Le cumul est évidemment possible avec l'amende administrative. Tout sera dans la qualification des faits et ce que nous arriverons à retenir. Et évidemment, défendre devant les juges, j'y reviendrai. Une amende administrative est également prévue en cas de non-respect de l'interdiction d'embarquement, donc typiquement un passager qui aura été condamné à ne plus voler sur des compagnies françaises, mais qui se présenterait malgré tout à l'embarquement. C'est un sujet dont il faudra parler. Très rapidement, la procédure telle qu'on doit la mettre en place, telle qu'on l'imagine avec nos collègues de la DESAC. Le point de départ, ça va être un signalement des compagnies aériennes françaises qui vont nous dire, voilà, sur tel vol, on a eu telle situation. Elle nous semble relever des conditions prévues par la loi. Et nous vous demandons de la regarder. Premier réflexe pour la DGAC, ça sera de regarder si effectivement la dimension sécurité est bien présente. Si on est bien dans le cadre prévu par la loi pour qu'on puisse agir. Ça sera la première étape, ce que j'appelle l'analyse sécurité. Elle sera faite a priori en priorité par nos collègues de la DESAC. Ensuite, la direction du transport aérien va prendre le dossier et va mener l'enquête. La loi prévoit, et c'est normal, déjà un processus contradictoire. On va interroger le passager sur la situation qu'il a connue. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on se place après la survenance des faits à bord. Donc ça, c'est une difficulté qui est pas à négliger. Nous allons également éventuellement nous tourner vers la compagnie pour avoir des éléments supplémentaires, consulter des éléments de preuve qui peuvent exister par ailleurs. On a beaucoup de choses qui sont filmées aujourd'hui, par exemple, mises sur les réseaux sociaux, on s'en inspirera. Et la loi a doté également la DGAC, en l'occurrence, du pouvoir d'aller demander les données personnelles aux agents de voyage quand la compagnie n'en dispose pas elle-même, ce qui est une réalité, pour pouvoir retrouver le passager, le contacter et permettre de réaliser l'enquête. J'insiste sur cet élément de l'enquête. La qualité du travail que nous pourrons mener à la DGAC reposera largement sur la qualité du dossier qu'on pourra nous amener et du travail en commun que nous pourrons mener pour arriver à identifier les bonnes situations, plutôt les dossiers les plus emblématiques sur lesquels nous savons que nous pouvons aller au bout. Puisque les conséquences, elles sont au nombre de 3. On peut effectivement avoir une sanction. Alors, une sanction pécuniaire, je l'ai dit, ou une interdiction d'embarquement.
Dans ce cas-là, il faudra qu'on mette aussi en place un dispositif d'information des transporteurs pour que ceux-ci puissent refuser la vente aux personnes concernées, éventuellement annuler des réservations qui auraient déjà été effectuées et surtout refuser l'embarquement si le passager se présente. Donc ça demande un petit peu de travail au niveau technique et sur les systèmes d'enregistrement d'informations. Mais on peut aussi avoir tout à fait un schéma où on va aller sur un classement sans suite. C'est-à-dire qu'on estimera, nous, côté administration, que les conditions ne sont pas suffisantes pour pouvoir sanctionner le passager, ou en tout état de cause, estimer que le risque juridique de recours est trop important et que nous ne voulons pas prendre le risque. Les recours, je crois qu'il faut pouvoir se le dire, seront quasi systématiques sur ce genre de décision. Donc en particulier sur les tout premiers dossiers que nous aurons à traiter, il nous faudra être particulièrement efficace. Voilà la présentation que je voulais vous faire sur le sujet. Un grand merci, Maxime, pour la clarté de la présentation. Et puis, vous voyez le schéma très clair de l'ensemble des questions qui étaient posées au départ et tout l'aspect juridique qui s'est mis en place. Donc, merci en tout cas pour les premières actions effectuées, pour ce qui a été mis en œuvre. Et puis, maintenant, ça va se lancer. C'est ça. Merci beaucoup, Maxime. Nous arrivons à la pause déjeuner, bien méritée pour tout le monde, à distance ou ici, qui sera une pause d'1h15. Merci aux spectateurs à distance ou ici qui ont déjà répondu au sondage de la matinée. On va présenter rapidement les résultats, les tendances en tout cas, qui sont apparues. Donc, dans le cadre d'une évacuation, la pochette UPI est-elle adaptée ? Voilà les résultats globaux qu'on a obtenus, avec une tendance moyenne forte, on va dire. Sur la deuxième question qui a été posée sur la partie hands up, là on est sur, je pense, une tendance médiane forte également légère. Donc on analysera bien sûr les différents retours. On a eu beaucoup de votants. Et si on prend très rapidement quelques éléments de commentaires qui ont été mis. Merci pour les contributions parce qu'elles vont nous permettre de comprendre pourquoi les votes ont été faits dans un sens ou dans l'autre. Donc cette exploitation va être faite pour voir si le test que l'on a effectué amène des questions, des problèmes, des idées, et puis bien sûr, libre à chaque opérateur ensuite de décider d'une action éventuelle. C'était le sondage du matin. Donc, dès à présent, je lance le sondage de l'après-midi, pour lequel vous allez pouvoir répondre dès à présent. Donc, c'est un sondage qui est basé sur la bienveillance. Avez-vous déjà vécu un événement cabine lors duquel plus de bienveillance aurait permis de gérer la situation ? Le terme bienveillance est ressorti énormément dans les travaux qu'on a menés. Que ça soit dans les échanges entre les professionnels et les passagers entre eux, et vice-versa, et entre eux-mêmes des professionnels de deux activités différentes. Donc voilà la question qui vous est proposée. Vous pouvez dès à présent y répondre pendant la pause médiane. Vous pouvez encore poser des questions, même si de nombreuses questions et de nombreux votes, merci à vous, sont apparus pour la table ronde qui aura lieu après manger, qui sera passionnante, sur les aspects de la partie 2 que vous avez eue en présentation. Et nous reprendrons à 14h. Bon appétit à tous et à toutes, et à tout de suite.